commencer, non? Oui. Bonsoir. Non. Ça marche? Non, ça... Ah oui. Juste un petit mot pour redonner le contexte de l'invitation de Irénée Varano, qu'on est ravi d'accueillir ce soir. Vous vous souvenez de ce programme qui a commencé, je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, où on a accueilli Alain Dalis, en fait, sur tout ce qui est la professionnalisation. C'est-à-dire on a programmé un programme qui s'appelle Makila Makita, qu'on a intitulé Makila Makita, et qui a consisté en des invitations de conférences comme ce soir, des interventions sur le droit d'auteur et compagnie comme la semaine passée, sur les parcours d'artistes avec Sébastien Gazeau, sur la présentation de documents d'artistes, la plateforme sur la documentation et la diffusion du travail de l'artiste. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'exposition de deux anciens, Damien Cassia, Mélissa Médan, qui vient de terminer la semaine passée. Et avec, on finira pas parce qu'il y aura encore des événements à la rentrée avec l'accueil de Maya Duverdier, qui est aussi une ancienne et qui viendra diffuser son film à la Talente. Il y aura aussi l'exposition des DNA 3 qui sera avec la commissaire Laïla Kouradin et le travail d'une édition autour de l'exposition. Enfin voilà, tout ce programme donc continue ce soir. On est ravis d'accueillir Irénée, qui est directrice des ventes à la galerie Art Concept et qui va nous raconter à la fois son parcours et son métier. Et n'hésitez pas, enfin, elle va vous expliquer son module d'intervention, comment elle préférerait que ça se passe, et donc beaucoup plus dans le dialogue certainement. Merci beaucoup. Alors merci à tous et à toutes et à tous d'être là ce soir. Merci à Delphine Etcheparé de m'avoir invitée. C'est pour moi un grand honneur déjà d'être là et de vous voir curieux d'en savoir un peu plus sur un métier qui est effectivement un peu un métier pas spécialement très raconté, parce que on travaille dans les galeries d'art, c'est un des maillots de la chaîne qui permet ensuite de promouvoir et de rendre visibles les artistes. Et souvent, voilà, on a des a priori, on ne sait pas trop comment ça marche, et même moi, je ne savais pas plus. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ces espaces en me demandant qu'est-ce que j'allais faire concrètement, parce que au-delà de l'exposition, il y avait tout un tas de choses que j'ai découvert sur le tas, en faisant beaucoup, en travaillant, en regardant et en étant curieuse. Donc voilà, c'est ce que je vais vous raconter. J'ai préparé un petit quelque chose qui est vachement simple, sans être prolixe et en essayant de ne pas vous ennuyer surtout, parce que c'est pas le but. Le but, c'est justement d'être ensemble et de retrouver à travers ma parole aussi votre curiosité. C'est pour ça que j'ai préféré diviser l'intervention en disons un chapitre, on va dire ça comme ça, comme un livre. Chaque chapitre, donc il y a le titre bien sûr, après des images qui vont me permettre aussi de vous raconter des anecdotes, mais aussi de peut-être solliciter votre curiosité. Et à chaque fois, si vous avez des questions, j'aimerais que vous les posiez sans attendre la fin de l'intervention. Ça me paraît plus logique. Même par rapport à ce qui peut être l'intérêt de cette rencontre. Donc voilà, l'art de la transmission, en titre, ça m'a pris au moins 3 heures pour me dire comment je vais titrer. Pourquoi l'art de la transmission? Parce que c'est ça en fait, c'est ce qu'on fait dans la galerie, on transmet. Et on transmet à tout plein de niveaux, à un niveau du public qui ouvre la porte de la galerie. C'est pour ça que même l'affiche, c'est la porte de la galerie. J'aime bien cette idée, cette image, de dire que c'est un lieu d'art
mais qu'on peut franchir, une porte à franchir, et où il n'y a pas de ticket à payer, il n'y a pas d'a priori, c'est plutôt libre. On peut dire aussi si on aime, on n'aime pas. Il y a des fois des gens qui arrivent et me disent « Ah, mais madame, c'est vraiment pas bien, hein. » Et ben, ils ont le droit de penser que c'est pas bien. Après, on a aussi la mission de leur expliquer ce qu'on fait, comment on le pose, etc. Et tout ça, pour moi, c'est une transmission, c'est une manière de raconter les choses. Un regard sur le monde des galeries, parce que c'est mon regard, c'est pas forcément le regard en général, c'est un des regards. Donc voilà, d'où je viens, voilà, de la Facoltà di Lettere e Filosofie en Italie. Donc j'ai fait des études de lettres et de philosophie, parce que c'est comme ça qu'en Italie on accède à l'histoire de l'art. À côté, j'ai voulu mettre un moment assez sensible pour moi, qui est la statue d'Athéna, qu'il ne fallait pas regarder pendant tout le cursus des études parce que ça portait malheur. Donc ça, c'est une petite anecdote. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai fait des études à Rome où j'ai pu effectivement connaître tout plein de choses, hein, de l'art plutôt ancienne, Renaissance, etc. Et pourtant, j'ai préféré avoir un cursus qui allait vers l'art contemporain. Pourquoi ? Je ne sais pas encore. Non, c'est pas vrai. Je sais très bien, je sais parce que effectivement, ce qui m'intéressait dans l'art, c'était le rapport à ce qu'elle pouvait véhiculer, à ce qu'il me racontait aujourd'hui même. Et le passé m'a servi à tracer une sorte de perspective pour aller vers ce que m'intéressait vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'étais pas artiste, donc je n'avais pas cette vocation. En tout cas, je ne le sentais pas comme quelque chose qui me poussait vers la création, vers créer quelque chose moi-même. Mais ça m'intéressait beaucoup d'en savoir plus sur la création. Donc la vie des artistes, quand il s'agit du passé, mais aussi ce qui se passe maintenant. Donc j'étais assez friande d'en aller voir les expositions et tout ce qui se passait en art contemporain dans mes études. Et puis finalement, j'arrive à Paris et j'intègre une galerie qui est une toute petite galerie qui s'appelle la Galerie de Multiples et qui est spécialisée dans un rapport très très particulier à l'œuvre qui est le multiple. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous savez qu'est-ce que c'est un multiple ? Non, je vais vous expliquer brièvement. Donc la Galerie de Multiples, c'est vraiment un lieu que j'ai intégré en arrivant à Paris. Et j'aimais beaucoup l'idée parce que l'idée, c'était vraiment de présenter que des œuvres multiples. Les œuvres multiples, c'est des œuvres en plusieurs exemplaires. Il n'y a pas un médium, donc c'était ça aussi l'idée, c'était à travers une galerie de sortir de l'idée qu'il puisse y avoir que la photo, la sérigraphie, la reproduction mécanique, mais que le multiple soit une œuvre bien plus dans un paysage bien plus vaste, bien plus large. C'est juste qu'elle existe en plusieurs exemplaires. Déjà, la sculpture, elle existe en plusieurs exemplaires. Vous le savez très bien, c'est un moule, elle existe en 8 exemplaires plus 4 épreuves d'artistes. Donc ça, c'est considéré par, disons, même par la législation, parce qu'il a fallu quand même l'intégrer dans un espace qui est l'espace législatif pour effectivement statuer sur ce qui était une œuvre d'art. Et à partir au-delà de 8, même une sculpture est considérée un multiple. Donc à partir de là, la galerie a été fondée par un graphiste qui s'appelle Gilles Drouot et un artiste qui s'appelle Mathieu Mercier. Et ça a été très amusant de travailler avec eux parce que c'était assez comment puis-je dire, très enrichissant de pouvoir rencontrer via un principe qui est celui de multiples, différentes propositions. Et alors la première, figurez-vous, la première expo que je fais, à laquelle je participe en tant que stagiaire à l'époque, à la Galerie de Multiples, c'était une exposition de Daniel Buren. Daniel Buren, tout le monde connaît ? Ça va, bon, super. Daniel Buren, bon, c'est un peu une star en France, donc c'est vraiment un artiste, et je pouvais imaginer, sauf de commencer dans une petite galerie de Multiples avec une exposition de Daniel Buren, qui donc fait quelque chose d'assez rigolo. Il va
prendre des sérigraphies, les déchirer à la largeur de sa bande, parce que lui, sa marque de fabrique, c'est vraiment de tout le temps d'avoir ces bandes colorées, blanches et rouges, blanches et noires, blanches et d'autres couleurs aussi dans le passé, et qui donc vont être une largeur prédéfinie. Et il s'est amusé à les déchirer, donc à créer une sorte de variation sur le thème. Je trouvais ça absolument intelligente, et puis voilà, ça m'a permis aussi de rentrer dans la logique des multiples, jusqu'à ce que Hans Schabus nous fasse ce petit multiple qui a été très compliqué à réaliser, parce que c'était dans un projet qui s'appelait Dada, donc c'était une lettre de Duchamp qui devait être réactivée. Cette lettre est racontée d'une histoire. Je vous raconte cette histoire. Bon, après, vous me dites si c'est trop divagué, je divague un peu trop, mais j'aimais bien parce que ça montre déjà quelle est la variété de situations auxquelles on est confronté en tant que travailleuse dans une galerie d'art, et qui est celle de produire des choses, donc d'aller à la rencontre de l'exigence de l'artiste. Et c'était ça qui se passait dans ce lieu, c'est qu'on produisait beaucoup d'œuvres, et notamment quand il nous a montré son projet, on s'est dit mais ça va être extraordinaire, parce qu'il faut trouver des morceaux de rails de train, les faire graver et leur faire un trou. Donc, on dirait que ça n'a pas l'air non plus dément, mais voilà, c'était quand même une petite expérience pour moi qui venait d'une faculté où je lisais des livres, et que là je me retrouve dans le vif d'une expérience qui était celle de la production d'une œuvre d'art. Souvent ça se passait comme ça, les artistes nous donnaient le projet et nous on s'occupait de le produire, de faire en sorte que ça existe. Et donc là, c'était assez particulier parce que voilà, j'ai dû contacter quelqu'un qui avait des vieilles rails de train, il a fallu découper, etc. etc. Et tout ça, voilà, c'était... Après, j'ai intégré une autre galerie. Alors tout ça, ça a été pendant à peu près 7-8 ans. À la fin, les 2 dernières années, je me suis occupée exclusivement de la production des œuvres d'art. Donc, au départ, j'ai intégré la galerie en tant que stagiaire. Ensuite, j'étais assistante de galerie. Ensuite, directrice de la galerie. Donc, le parcours, ça s'est fait en interne. Mais voilà, c'était une toute petite équipe où on était tous confrontés à tout plein de choses, qui allait de la régie au montage, au transport. Donc j'ai pu, à travers cette expérience, vraiment m'adapter et adapter mes compétences, les bousculer en quelque sorte, parce que je n'étais pas non plus trop manuelle. En tout cas, j'en avais un peu... J'avais fait des choses pas totalement... agent à ce niveau-là, mais j'étais quand même sollicitée sur tout plein de choses. Et donc cette expérience a été très importante pour moi, parce que ça m'a vraiment permis à la fois de rencontrer toutes les étapes de ce qui se passe dans une galerie, et en même temps de franchir des étapes pour moi qui étaient celle de me professionnaliser dans ce métier. Tout ça pour dire qu'ensuite j'ai intégré une galerie donc plus classique. La galerie de multiples a été une très belle expérience, mais ce qui me manquait finalement, c'était de pouvoir suivre le travail des artistes. C'était ce qui vraiment me rendait le plus... ça me manquait vraiment. La galerie de multiples était vraiment un laboratoire d'idées où j'ai rencontré plein de monde, plein d'artistes avec plein de projets, de plus jeunes, plus établis. Je vous ai montré Buren, Hans Schabus, c'était à l'époque un plus jeune artiste. J'ai travaillé avec Olivier Mossé plutôt que le trou de mémoire des artistes, mais bon, en tout cas plein d'artistes, mais je regrettais beaucoup de ne pas pouvoir suivre leur carrière, de ne pas pouvoir les accompagner dans les différentes étapes de leur production, de leur parcours, de leur carrière.
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intégrer, j'ai postulé, parce que d'abord on fait ça, on demande de pouvoir intégrer une autre galerie qui était à un moment clé. Elle s'implantait à Paris, donc elle avait besoin de quelqu'un qui connaissait suffisamment le milieu parisien pour pouvoir, comme ça, créer une sorte de lien entre ce qui se passait à Paris et son implantation, parce que la galerie était basée à Bordeaux. Et c'est comme ça, j'ai travaillé pour cette galerie pendant 2-3 ans. Ensuite, j'ai eu un passage éclair dans une fondation. Alors ça, c'était un peu le moment un peu particulier parce que ça m'a permis de voir ce qui se passait aussi ailleurs que dans les galeries. Et ça m'a aussi permis de comprendre que j'aimais beaucoup travailler la galerie et que c'est très, justement, c'est quelque chose qui me correspond pleinement. Donc j'ai travaillé pour une fondation privée pendant quelques mois et ensuite je suis revenue à la galerie dans une petite galerie, librairie qui fait des livres d'artistes. Moi j'aime bien ces projets comme ça parce que j'ai toujours aimé. Et puis il y avait une idée de développer un modèle qui était la partie artistique de cette galerie. Donc j'ai travaillé avec Florence Loewy, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et ensuite la galerie Art Concept où je travaille actuellement et qui est une galerie qui existe depuis 30 ans, ça fait maintenant 32 ans. Et c'est un modèle de galerie qui me convient beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'appréciais déjà avant de l'intégrer et qui m'a vraiment permis de m'épanouir encore plus. J'ai toujours adoré ce que je fais, hein, ça c'est sûr. Autrement, j'aurais fait autre chose au bout de 15 ans. Mais c'est vrai que cette galerie a contribué aussi à créer un vrai épanouissement dans ce que je fais, dans mon rôle qui est celui de directrice des ventes et d'en comprendre les enjeux et puis surtout de travailler avec des artistes incroyables parce que c'est ça aussi l'intérêt de ce métier, c'est d'avoir cette opportunité d'être dans le vif de l'histoire de la création. C'est vraiment le sens, au moins je pense, pour moi c'est comme ça, de me sentir en quelque sorte part d'un process et de l'accompagner, de partager, de transmettre, comme je disais au départ. Donc voilà, dans une galerie, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a une partie qui est très dynamique, pratique. Ça veut dire que dans une galerie, on fait des expositions, ça vous le savez, il y a un cycle d'expositions qui normalement sont 6, ça dure 1 mois et demi, à peu près une exposition, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et du coup, il y a un moment où on prépare l'exposition. Donc là, c'est 2 artistes que j'adore, Jean-Luc Blanc sur la gauche et Roman Signer sur la droite. Donc Roman Signer, je le connaissais d'avant parce que je trouvais son travail extraordinaire. Donc ça a été presque comme c'était un bonheur absolu. Jean-Luc, j'ai appris à le connaître. Je connaissais son travail, mais pas la personne. Ça a été aussi un bonheur. Vous voyez, quand j'en parle, déjà, je suis hyper contente parce que ce qui m'anime vraiment dans ce métier, c'est de faire la rencontre des artistes, de leur travail, de les voir, pouvoir échanger et pouvoir voilà, de leur donner une dimension qui est plutôt celle de qui, en quelque sorte, va transmettre leur travail. Je répète encore ce mot, mais c'est vraiment important pour moi. Donc là, c'est 2 moments de montage d'exposition. Sur la gauche, Jean-Luc qui retouche les tableaux jusqu'à la dernière minute de l'exposition. Donc il est là avec son petit tapis et les couleurs et finalement, voilà, chacun son style. Et de l'autre côté, Roman Signer, au contraire, qui arrive avec des idées déjà bien posées. Donc il met juste les œuvres en place et la magie opère. Et ça, c'est des moments magique. Ça veut dire qu'on voit vraiment les choses se faire. Vous avez peut-être été confronté déjà à faire des montages d'expositions ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un moment entre tout ce qui était un peu le projet et tout ce que vous avez imaginé. Et puis, hop, ça se concrétise et là, l'espace s'anime. Et en quelques instants, tout change. Et même les œuvres reçoivent aussi
la magie de cette mise en espace. À la galerie, bien sûr, mais aussi dans les institutions. Voilà, là, c'est encore 2 moments de montage, des moments qui sont très riches. On peut y passer des fois des heures. Des fois, c'est très carré, ça peut être très rapide, ça dépend des artistes, mais aussi d'un tas de choses, des problèmes techniques. Par exemple, là, avec les feuilles, on a eu pas mal de problèmes techniques parce que c'est des feuilles qui sont artificielles et qui tiennent sur des structures en métal et on ne savait pas trop bien comment les attacher au mur. Bref, tout ça, ça fait partie de la... comment dire, de l'aspect un peu technique, mais qui justement se rajoute, parce qu'au-delà du fait que je sois à la vente, bah, ça ne m'écarte pas de tous ces process. Déjà parce que j'ai choisi et parce que j'ai toujours travaillé dans des galeries où l'organigramme est très réduit. Parce qu'après, il y a aussi des galeries, quand je disais un regard sur le monde des galeries, c'est parce que justement, c'est un regard sur les galeries que j'ai intégrées. Après, il y a des galeries qui ont 19 employés, où le travail s'articule de manière beaucoup plus hiérarchique. Moi, j'ai toujours travaillé dans des structures où du galeriste jusqu'à la personne qui s'occupe justement de la partie technique, on est tous on participe du même projet. Et on est tous au courant de ce qui fait l'autre, si même chacun a ses compétences. Voilà, c'est très perméable et du coup, tous les process sont circulaires. Donc, on peut, moi-même, je peux des fois quitter mon ordinateur pendant que je fais un email, je ne sais pas quoi, et aller planter un clou parce qu'il le faut, parce qu'ils ont besoin d'aide pour transporter une caisse, etc. Donc, ça, c'est très important et c'est ce qui m'a aussi toujours plu, ça veut dire de participer à tout le process de mise en espace et tout le process qui complète l'aventure de la galerie. Parce que normalement, voilà, pour vous donner les grandes lignes, il y a le galeriste, donc c'est celui qui a choisi d'ouvrir ce lieu avec beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage, il faut militer dans ce métier, et il faut savoir que c'est un lieu commercial, hein, donc il y a beaucoup de risques économiquement parlant. Donc déjà, on loue un espace, on décide de présenter des artistes qui souvent ont choisi, nous, de manière assez subjective. On reviendra sur le choix des artistes, mais c'est quelque chose d'assez subjectif. Et là, on fait le pari qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc on va les faire connaître, on va les aider, on va les accompagner. Et souvent, c'est bien dur, surtout dans les moments compliqués, surtout si disons, la partie commerciale ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Et du coup, il faut vraiment il faut être motivé, il faut être engagé. Et je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour qui a fait le choix justement d'avoir un lieu comme une galerie. Donc le galeriste, après il y a la direction des ventes, donc c'est un peu mon rôle, et les assistants et les personnes qui s'occupent de la partie administrative et de la partie plutôt accueil, communication, ce qu'on appelle le back-office, voilà, organisation, et la régie. Or normalement il y a plusieurs personnes, nous on est 4. Tout ça, ça se fait en petite équipe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je fais plein de choses. Et ça me plaît vraiment. C'est-à-dire que le fait de passer des fois de la vente et de retourner à la régie ou de retourner à d'autres sujets, ça me dérange pas. Probablement parce que pour moi, ça fait partie d'une seule et unique process. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les différentes parties. À la toute fin, ce qui compte, c'est ce moment magique. C'est cette exposition qui va tous nous faire vibrer parce qu'on va se dire c'est juste magnifique. On a travaillé, on a fait venir les œuvres, les caisses des États-Unis, on a galéré, il y a eu des moments, les douanes, les machins, tous plein de problèmes, mais la magie opère et tout se passe bien. Donc
voilà, les moments sucrés, comme on dit, les vernissages, où les artistes sont très contents, où ils vivent le moment aussi de la mise en espace, qui est certes celle de la mise en espace dans un lieu privé, donc ce n'est pas une institution, mais c'est une présentation au public. Donc c'est un moment très important, je trouve, parce que ça permet d'avoir cette relation avec l'autre, le regard de l'autre. Donc dès l'atelier, l'œuvre, elle sort de l'atelier pour rentrer dans un espace où elle est vue, elle est regardée, elle est aimée ou pas, critiquée ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, on la livre dans un espace. Et souvent, voilà, les artistes, quand ils sont sollicités lors des moments de vernissage, là sur la gauche, c'est Nina Childress, donc face à une de ses œuvres. Et sur la droite, c'est Richard Foguet, dans un moment d'échange on a organisé avec le commissaire de l'exposition. Pour l'occasion, c'était Xavier Franceschi, qui était aussi l'ancien directeur du FRAC. Donc c'était un moment très beau parce qu'on sentait que justement se passait quelque chose, parce que l'artiste était aussi en train de se transmettre, de donner plein de détails, des fois anecdotes, mais qui étaient très, très amusants et aussi très intéressants pour mieux comprendre son travail. Donc ça, c'est des moments très beaux et très importants pour nous. Après, il y a les dîners, voilà, c'est bien aussi. Bon, celui-là, il était particulièrement beau. C'était sous une verrière. Voilà, c'est pas toujours comme ça. Des fois, on fait des petites choses à la galerie parce que les dîners aussi, c'est important. Ça fait plaisir à tout le monde, hein. Mais ça coûte cher aussi. Des fois, il faut savoir faire les choses de manière juste et voilà, et diriger l'argent où il y en a plus besoin. Et donc, on fait des choses plus conviviales, des bières, des pizzas à la galerie où tout le monde est invité et c'est aussi sympa. Et ça permet de décompresser, mais aussi d'être dans quelque chose qui est plus convivial et que ça nous permet de discuter avec nos invités. Je reviendrai là-dessus parce que nos invités, c'est la base de notre commerce, donc c'est les fameux collectionneurs. Voilà, donc ça c'est la fin de l'expo. Moment un peu triste, souvent quand les expos sont très belles, on est un peu triste de les quitter, de les mettre en caisse. Ce moment très très difficile parce qu'on sait que cette œuvre-là, on la verra peut-être pas tout de suite. Elle est dans un storage. Donc on les emballe et ça c'est une notion très importante, le fait de les emballer, de prendre soin d'elle, parce qu'une fois qu'elle est exposée, l'œuvre existe, elle continuera à exister, d'ailleurs elle continuera à être commercialisée, mais peut-être pas montrée tout de suite. Donc nous, dans chaque galerie a un lieu de stockage, souvent très très grand, parce que justement au fil du temps ça a pris des proportions de plus en plus importantes. Parce que chaque expo qu'on termine, alors les artistes, des fois, ils préfèrent récupérer les œuvres chez eux, mais pour nous, c'est plus pratique de les avoir sur place parce qu'on peut toujours les remontrer, on peut toujours y travailler, on les montrer dans d'autres contextes, parce que vous verrez, il n'y a pas que l'expo en galerie, et du coup, ça augmente le volume d'œuvres à stocker, et ça c'est très compliqué, c'est quelque chose de très compliqué à gérer, mais qui fait partie de notre métier et ça reste un point très important pour les galeries en général, mais pour les artistes aussi. Attendez, je reviens là, parce que voilà, la répartition du travail, on a vu à peu près, formation et stage, bien sûr, il y a au sein de la galerie toujours la porte ouverte pour des stagiaires qui sont en formation et qui viennent justement moi, j'ai toujours dit, un stage, ce n'est pas du travail mal rémunéré, c'est une expérience. Non, j'essaye toujours, en tout cas, on essaye, même en équipe, d'évaluer le profil de la personne et la motivation qu'elle peut avoir pour travailler dans une galerie. Parce que ça peut être aussi la curiosité, mais il faut qu'elle y soit. Il faut qu'elle y soit, il faut que ça devienne intéressant pour tout le monde. Donc si c'est intéressant pour la personne, c'est aussi intéressant pour nous parce que ça nous donne la mesure de sa curiosité et peut-être l'ouverture sur autre chose. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions avant de vous endormir? Non. Sur la partie technique, non, ça va. Tout va bien. OK.
Donc là, je vais je vais essayer d'être plus, comment dire, essayer de vous parler de choses qui vous intéressent aussi, parce que je pense qu'une galerie, en vrai, c'est un endroit où on vend le travail d'un artiste. Donc ça, c'était clair. Mais en même temps, où on essaye aussi de faire le lien entre les artistes, les musées, les centres d'art, les fondations et toute la partie institutionnelle. Parce que vous êtes en train de faire une école, vous êtes dans une école d'art, forcément, vous projetez dans un univers de création où votre travail, forcément, vous voulez y vivre éventuellement. Donc, gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins, hein, tout en faisant ce que vous aimez, ça veut dire produire des œuvres d'art. Mais au-delà de ça, le fait, et ça c'est arrivé, hein, d'avoir des artistes qui ont un succès commercial fou, mais qui n'ont pas une œuvre dans un musée. Donc ça, c'est deux choses différentes. Il peut y avoir, les deux sont comment dire, sont compatibles, mais pas nécessaires. Je ne sais pas si ça... Bon. Dans le sens où vous pouvez avoir ou bien vous pouvez avoir un succès, ça c'est plus rare. Si on a beaucoup de succès institutionnellement parlant, ça veut dire que le travail est reconnu et aussi montré dans des contextes institutionnels, c'est plus difficile de ne pas avoir un succès commercial. Tout dépend aussi du travail, bien sûr, et cela dépend au cas par cas. Il y a des artistes, par exemple, qui ont un travail très performatif, par exemple. Alors ça, dans les institutions, vous verrez plein. Mais s'ils ne produisent pas des œuvres qui sont commercialement compatibles à l'idée que le collectionneur s'en fait, c'est-à-dire une œuvre qui puisse être montrée dans son espace domestique, eh ben là, c'est compliqué. Ça veut dire que, effectivement, c'est des artistes qui vont beaucoup exposés, mais seront très peu achetés par des particuliers. Donc c'est ça la particularité aussi de cette relation. Là, je reviens au cadre parce qu'effectivement, ça me permettra de ne pas oublier des choses. Mais sinon, voilà, après, je surfe. À Biarritz, c'est bien de surfer. Mais alors, le choix des artistes. Comment on choisit les artistes? Alors, c'est pas ma galerie, bien sûr. J'ai jamais travaillé dans cette, comment dire, j'ai jamais été à l'origine du choix. En tout cas, ce choix ne m'appartient pas intégralement, mais j'ai souvent participé à présenter des choses au sein des galeries pour lesquelles j'ai travaillé. Donc c'est un moment très particulier, mais qui reste extrêmement subjectif. Autant dans les musées, dans des institutions, on voudrait que ce moment-là soit un tout petit peu plus objectif, mais encore une fois, ça reste la vie de quelqu'un plutôt que quelque chose comment dire, c'est très difficile d'établir une échelle de valeur par rapport au choix d'un artiste. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit parler aux galeristes, dans le cas de la galerie, et qui doit... et donc le galeriste doit se sentir en mesure de pouvoir supporter, de pouvoir transmettre, de pouvoir porter ce travail. Si on n'a pas ce sentiment, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on ne fera pas le travail. On ne sera pas bon, on ne sera pas capable de faire quelque chose de cette relation. C'est une relation professionnelle, sans doute, mais aussi une relation très intime parce qu'on rentre dans la vie des artistes, on est amené à les connaître aussi d'une manière plus profonde dans des questionnements, et c'est ça aussi qui nous permet de véhiculer leur travail. Donc il faut vraiment se sentir de pouvoir porter ce travail. C'est pour ça que c'est très difficile et c'est pour ça que c'est aussi compliqué des fois d'expliquer pourquoi ça ne nous intéresse pas. Pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que ça ne nous intéresse pas, parce que ce n'est pas vraiment
cette démarche-là qu'on sera en mesure de pouvoir porter vis-à-vis d'un tas de situations, dont les relations institutionnelles, parce qu'après, les institutions, les directeurs de musées, ils viennent dans les galeries, et ça, de manière assez régulière, je dois dire, c'est toujours selon les personnes, mais c'est un échange qui se fait. En tout cas, les galeries sont des lieux qui sont regardés par les institutions, les fondations, les directeurs de centres d'art. Et c'est une manière aussi d'entamer un dialogue, de créer une relation. Et c'est arrivé souvent, hein, je dirais même, que le directeur d'une institution découvre le travail d'un artiste grâce à la galerie, qu'il en fasse la rencontre en tout cas. Et qu'ensuite, il soit vraiment intéressé au point de les faire exposer dans l'institution pour laquelle il travaille. Ça, pour nous, c'est bonheur absolu. Vous imaginez de dire, voilà, on a fait le lien entre l'exposition qui est dans un contexte privé où on est un peu, on est public, ouvert au public, et l'institution. C'est génial. Si en plus de ça, il y a la concrétisation de l'acquisition muséale, etc., ça, c'est encore plus important pour nous. Donc, c'est une étape qu'on considère être fondamentale, très importante, en tout cas, vers laquelle on a la tendance à aller. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un vernissage, on invite tous les acteurs du monde de l'art, les directeurs, les curateurs et tout le monde qui satellite autour de ce système. Et cela nous permet effectivement d'aller cibler d'une manière assez large toutes les possibilités qu'on pourrait donner à cet artiste d'être vu, compris, tout simplement. Voilà. Après, il y a la vente. Donc voilà, ça c'est la partie qu'il faut, on ne peut pas négliger. Donc je ne le dis pas comme ça, il y a la vente, mais il y a la vente qui est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ça que toute la machine existe. Donc forcément, on essaye dans notre réseau de relations d'avoir le plus d'acheteurs possible. Les acheteurs, pour nous, c'est bien sûr les institutions, les musées dont je viens de vous parler, mais ils ne sont pas aussi immédiats déjà, parce qu'un achat institutionnel, ça peut prendre entre 2 mois, non, 2 mois, c'est vraiment, ça c'est entre 6 mois et 1 an. Donc, disons que là, ils viennent, ils disent « Oh, je vais l'acheter », et après, il faut passer par toute une série d'étapes administratives, et au bout d'1 an, on est payé de l'œuvre, donc l'artiste aussi, parce que forcément, on est obligé de passer par là. Bon, ça, c'est ma petite polémique, comme ça, dans la soirée. C'est juste que c'est compliqué, des fois, de se dire que c'est un soutien important, mais des fois, c'est vraiment très, très compliqué de devoir se soumettre à toute cette longueur administrative dont voilà, les collectionneurs privés qui sont de toute... un collectionneur peut être vous, moi, je veux dire, on peut décider d'acheter une œuvre d'art pour différentes raisons. On peut collectionner pour différentes raisons et on peut aimer le travail d'un artiste spécifiquement et pas d'autres. Il y a même des collectionneurs monothématiques. C'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui achètent qu'un artiste. Nous, on en a un. Il achète que du Roman Signer. Il a acheté, je ne sais pas combien d'œuvres, peut-être 40, 50. Il n'y a que Roman Signer qui est ça. C'est comme une obsession. C'est vraiment des obsessions. Et il y en a un autre qui est à Montsouris, qui achète que du... Ah, zut, ça va me revenir. Désolée. C'est un... Bon, bref, lui, pareil, il a ouvert carrément un musée sur l'artiste en question. Et c'est une passion, c'est des passionnés. Alors moi, j'aime bien voir comme ça les choses, parce que autrement, je ne saurais pas comment évaluer mon métier par rapport à la vente. Parce que c'est vrai que comment vous allez évaluer la valeur d'une œuvre d'art ? Des fois, c'est aberrant. Des fois, quand on regarde les prix des ventes aux enchères, et on voit 1 million d'euros une œuvre d'art. Mais 1 million d'euros, moi, je m'achète
3 appartements, 4 voitures, j'en sais rien. C'est quand même incroyable, 1 million d'euros une œuvre d'art. Et pourtant, il y a des œuvres qui coûtent aussi cher. Et dès qu'on démarre, dès qu'on rentre dans un système économique qui est celui de la galerie, on doit monétiser, on doit rendre la chose commerciale. Donc on est obligé de donner des prix. Et du coup, il y a tout un tas d'évaluations. Il y a le fait que l'artiste soit plus ou moins jeune, donc l'idée de commencer, le CV, ce qu'on appelle le CV. Ça veut dire le fait d'avoir exposé, d'avoir eu la visibilité. Mais bon, ça participe, c'est sûr, parce que forcément, si on n'a jamais vendu une œuvre d'art, si on n'a jamais été exposé, c'est plus compliqué. C'est toujours une question de désir par rapport à l'œuvre et aussi de, comme on disait tout à l'heure, de relation avec les institutions. La visibilité crée aussi le désir. Après, voilà, il y a justement le désir et la demande par rapport à l'œuvre. Ça veut dire que ça nous est arrivé aussi d'avoir des très jeunes artistes, très demandés, qui en quelques années ont eu tellement ils ont tellement été achetés suite aux expositions qu'on faisait que les prix ont légèrement bougé. Donc pour effectivement donner aussi la valeur de ce désir, en quelque sorte. Mais c'est très compliqué, j'avoue, parce que des fois, on est confronté à cette question en se disant, est-ce que ça constitue un frein aussi? Est-ce que ça peut devenir une manière de rentrer sur un marché qui ne correspondra plus au parcours de l'artiste? Ça, c'est toujours la question éternelle et ça reste toujours ouverte. Moi, j'ai toujours travaillé avec des galeries qui ont respecté en quelque sorte l'idée, pas de faire flamber la carrière de manière assez rapide, de profiter du succès commercial dû à un moment, etc. C'est-à-dire ça a toujours été plutôt progressif et en fonction aussi de ce qui étaient les occasions qu'il y avait eu de promouvoir le travail, de le montrer dans d'autres contextes, etc. Donc la vente, ça reste un moment très important qui nous permet de faire vivre les artistes, qui nous permet de vivre nous, de faire fonctionner ce système et qui, ça nous permet surtout de rencontrer tout un tas de personnes. Comme je disais tout à l'heure, le collectionneur, c'est des personnes. Moi, j'aime beaucoup justement parce que ça me fait rentrer dans le travail aussi de la personnalité de l'acheteur, de comment il va se positionner par rapport à l'œuvre. Ça m'intéresse, par exemple, quand ils le font, et moi je suis assez contente, d'aller voir leur collection chez eux. Moi, j'y vais souvent, tout le temps, parce que c'est voir comment ils font, ce qu'ils achètent, ce qui leur plaît, tout ça. Et ça me permet de mieux comprendre déjà comment ils fonctionnent eux et pourquoi ils ont acheté telle ou telle œuvre de la galerie. Et donc, ça devient un jeu aussi de savoir aussi quoi leur proposer, en quelque sorte. Donc, il y a à la fois un côté stratégique dans ma manière de fonctionner, mais je ne le verrai pas comme ça. Je ne l'ai jamais vécu comme une stratégie. Je l'ai vécu toujours comme une espèce de rentrer dans un jeu comme ça, de me dire, est-ce que ça pourrait lui plaire, ça? Je suis presque sûre que ça l'intéresserait, parce que j'ai vu ce qu'il achète, j'ai vu ce qu'il aime, et je suis presque sûre que... Et du coup, c'est rigolo, parce que ça crée encore des liens supplémentaires par rapport à la vente, etc. Question. Ah, waouh. Alors. Ah, bonne question. Oui. C'est vrai, on a souvent les mêmes clients. On a souvent
Ça veut dire qu'il y a des collectionneurs qui suivent le travail Alors, des fois, comme on disait, il y a celui qui achète que du Roman Zegner. Hein, lui, il vient que pour Romain. Mais on le tient informé à chaque fois que Romain il fait une exposition. Mais c'est un fidèle, c'est quelqu'un qui est là et qu'on invite tout le temps. Et oui, bien sûr, on a un gros noyau de collectionneurs, on va dire, qui sont assez réguliers, qui n'achètent pas tous les mois, bien sûr, sinon ça serait génial, mais non. Mais qui achètent assez régulièrement. Et ça, c'est justement la relation qu'on aime, faire en sorte qu'il y ait vraiment ce rapport, comme je disais, de se sentir aussi proche pour pouvoir se permettre aussi de leur proposer des choses, de leur faire connaître des choses. Et du coup, la relation n'est plus que commerciale, et aussi amicale. Donc les dîners qu'on fait, les moments comme ça, où on fait rencontrer, on les fait aller dans les ateliers des artistes, par exemple. On les invite parce que s'ils sont curieux et que les artistes sont contents, on organise des choses comme ça. Et ça passe sur un autre registre qui est plus celui, je vous fais la facture, je vous livre l'œuvre. Non, on a partagé un moment super sympa. Et après, voilà, on reste en contact, bien sûr. Et votre question? Toi, en tant que galeriste, du coup, c'est un peu régi quand même par l'offre et la demande, ce marché. Oui. Est-ce que tu penses que, du coup, pour faire en sorte que certains artistes qui puissent pas forcément avoir une exposition aussi forte ou qui ne trouvent pas d'acheteurs, etc., est-ce que tu penses que, par exemple, l'État, à travers ses musées, ses fondations, ses centres d'art, etc., devrait plus intervenir, ou est-ce que ça se régule de soi-même? Ça, c'est compliqué. Il y a des fois, comment dire, le fait que, si j'ai bien compris ta question, je vais essayer de répondre. En répondant, tu me dis si j'ai bien compris. Disons que quand on ne vend pas un artiste, donc un artiste ne reçoit pas un succès commercial, comme on disait. C'est ça ta question. Est-ce que l'État doit prendre en compte cette idée-là et donc créer d'une manière... c'est délicat parce que à quel titre devrait faire... je dirais que ça se régule d'une manière... Pour moi, alors je vais être un peu franche et directe, c'est la qualité du travail qu'on fait en tant qu'artiste. Ça veut dire que ça, c'est une condition indispensable. Et qualité, encore une fois, c'est subjectif, on est d'accord, mais voilà, il y a un intérêt que finalement se développe et petit à petit, on le ressent. On le ressent dans les expositions faites, on le ressent quand on voit des œuvres. Moi, il y a des choses voilà, qui m'ont bouleversée. Il y a des œuvres face auxquelles j'étais complètement... Voilà, et puis à différents niveaux, hein, parce que pas que des œuvres bouleversantes, mais il y a aussi voilà, quelque chose qui me raconte, il y a une force, il y a une énergie, comme on disait tout à l'heure justement avec votre prof de sculpture. Il y a quand même quelque chose qui se dégage. Et ça c'est tôt ou tard, ça se régule, en quelque sorte. Il y a peut-être des moments où on est mal compris, où on n'est pas compris. Il y a aussi des histoires comme ça, hein, dans l'histoire de l'art, on a des exemples plein les livres. Il y a plein de choses qui ont fait, qui se sont révélées tardivement. Voilà, plein d'artistes qui n'ont pas eu le succès espéré de leur vivant. Aujourd'hui, c'est moins ça, je dirais, parce qu'on est tellement dans un réseau ouvert, où tout plein de choses, on a une circulation de tellement d'images, de trucs. Mais justement, est-ce que c'est peut-être pas contre-productif des fois? On ne sait pas. Moi, ça m'est arrivé de voir des choses sur Instagram, je ne sais pas vous. Parce que je regarde, parce que c'est une espèce de fenêtre sur plein de choses, et puis des fois de voir les œuvres en vrai, parce que ça m'est arrivé d'aller dans des foires d'art souvent, et puis d'avoir un côté, une déception, quoi.
petit côté déceptif par rapport à la circulation des images. Mais ça, c'est un chapitre à part. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça, je reviendrai parce que j'avais mis ça comme petit truc. C'est quelque chose qui peut beaucoup aider les artistes, mais beaucoup nuire aussi, des fois. Parce que, justement, ça crée la déception. Ça peut monter de toutes pièces quelque chose qui est vraiment... pas dans l'ordre du ressenti. Moi, je suis plutôt old school sur ce côté-là. Je préfère aller voir les expositions, les sentir, les vivre. Mais encore une fois, votre génération ira peut-être ailleurs. Moi, je vois déjà mon fils, c'est ouf, quoi. Il passe son temps sur les écrans, il voit la réalité d'une manière différente. J'essaie de modérer cet appétit, mais je me rends compte que même l'école le prépare dans ce sens. Donc il y a un côté comme ça un peu plus virtuel, mais je reste de l'avis que se regarder dans les yeux, ça reste quand même beaucoup plus empathique que se regarder par un écran. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont loin, parce que je n'ai pas non plus dit bonjour à ceux qui sont en visio. Mais voilà, je sais que vous aurez bien aimé être là, mais que ça sera pour une prochaine fois, peut-être, qui sait. Donc, ouais, je ne sais pas si c'était une bonne réponse, peut-être un peu longue. Mais... Ouais, moi aussi, D'ailleurs, il n'y a pas de questions pour les... Moi, je suis curieux des... Oui, pardon, excuse-moi. Des contrats oui. qui lient donc la galerie à l'artiste. Je suppose qu'ils sont différents selon... Alors, ça, c'était l'histoire vraiment de... ça a été difficile d'en arriver à une idée de contrat. D'ailleurs, on n'a jamais signé un contrat. Non, il n'y a aucun de nos artistes... Non. Genre, il n'y a pas de contrat. Si, il y a des contrats, je veux dire, il y a il y a des accords. Mais nous, on n'a jamais signé des contrats. Je veux dire, nous, on n'a pas un dossier avec les contrats d'artistes. Il y en a sans doute des galeries qui l'ont appliqué à force de se retrouver peut-être dans des situations aussi compliquées. À la base, c'est une relation de confiance. Il faut se faire confiance. Déjà parce que nous, on vend le travail d'un artiste et il doit nous faire confiance sur le fait qu'on est en mesure et capable de le faire, qu'on saura le faire. C'est délicat, hein, parce que des fois, on parle de choses, c'est pas mettre une œuvre comme ça, après, il faut lui donner du contenu, etc. Donc, déjà, on parle d'un travail de confiance. Et puis, il y a un tas de non-dites, mais qui sont... c'est des conventions, on sait que c'est comme ça. On établit, alors la convention veut que la galerie et l'artiste partagent 50% le fruit des ventes, mais des fois, il peut y avoir des artistes qui demandent pour plus. Tous. C'est le même pourcentage pour tous. Dans notre cas, oui. Dans notre cas, oui. Ça nous est pas arrivé, en tout cas la galerie pour laquelle je travaille actuellement, ça m'est jamais arrivé de devoir reverser plus à l'artiste. Il y a les productions, et la question des productions, bah voilà, ça peut être intéressant de savoir, c'est que quand on produit une œuvre d'art, si ce n'est pas une toile, c'est généralement le coût de la toile et des couleurs. Donc les peintres, normalement, ils nous parlent jamais de coût de production, parce qu'ils sont dans une démarche qui est celle de produire des toiles, des œuvres, ils sont avec leurs couleurs qu'ils les achètent pour faire aussi d'autres toiles. Mais quand vous faites un travail en sculpture ou en d'autres médias, et ben vous avez des coûts, et des fois c'est des coûts élevés. C'est pas 50 €, c'est pas 100 €. Des fois c'est des reproductions, c'est des, je sais pas, ça peut être de la photo, ça peut être du contre-collage sur Dibond, ça peut être des choses qui coûtent vraiment très cher. Et donc à ce moment-là, le prix de l'œuvre, quand on établit le prix de l'œuvre, c'est vrai que j'avais pas parlé de ça, on tient compte aussi de ce prix de production, qui est ensuite remboursé à qui l'a avancé. Des fois, c'est la galerie, des fois, c'est l'artiste. Ça dépend. Souvent. Ouais, non, ça dépend. Ça nous est arrivé, ça nous arrive régulièrement d'avancer les frais de production et ensuite de les rembourser sur les ventes. Et vice-versa pour les artistes. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Mais il n'y a pas de contrat à proprement dit. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de... Donc, pour le rompre, c'est aussi tacite. C'est-à-dire que... Un artiste, pour rompre ce contrat qui n'existe pas. Oui, bah voilà. En vrai, un artiste quitte la galerie, ouais, ou vous souhaitez vous débarrasser d'un artiste. Oui.
Oui, il n'y a pas de préavis. Non. Il peut partir du jour au lendemain. Alors, les seules questions, alors, il y a des petites querelles quand même dans l'histoire, c'est justement les productions avancées, parce que des fois, la galerie avance beaucoup de productions. C'est étrange qu'il n'y ait pas de contrat quand même. Non ? Qu'il n'y a pas Qu'il n'y ait pas de contrat. Bah, justement, c'était une question très, très débattue à un moment donné parce qu'il y a eu pas mal de cas d'artistes qui ont quitté les galeries et il y a eu des histoires entre le galeriste et l'artiste. Et donc, il y a un comité qui s'appelle le Comité des galeries d'art qui existe sur le territoire national. C'est pas que parisien. Il y a toutes les galeries qui veulent y adhérer peuvent. C'est une cotisation annuelle et ça permet au comité d'exister et du coup d'être en quelque sorte une sorte de référence pour le métier des galeries, pour le métier des galeristes et pour les galeries d'art, pour faire face à ces questions-là notamment. Donc le comité des galeries a rédigé un contrat qui existe. Donc nous l'avons, j'ai le PDF à la galerie avec toutes les lignes, etc. Mais on ne l'a jamais fait signer à un artiste. Parce qu'on considère que c'est tacite et qu'on le sait. On sait comment ça marche. Comment ça marche ? Ça marche que nous, l'artiste nous fait confiance, nous, on fait confiance. Au moment de la vente, on reverse le pourcentage établi à l'artiste. Nous, on s'occupe de certaines choses, comme le fait de stocker des œuvres. Ça coûte de l'argent quand même, parce qu'il faut avoir des lieux qui soient suffisamment grands, et ça, c'est assez compliqué. On s'occupe aussi de la mise en espace de l'exposition, donc on paye les frais de la mise en espace, des transports, de payer aussi les foires, parce qu'on participe aussi à des foires d'art, ça fait partie de la partie promotion de la galerie. Et tout ça, voilà, ça c'est la partie de la galerie. Et l'artiste, de son côté, effectivement, s'engage avec nous à rester fidèle. C'est pas le mot, mais de rester correct vis-à-vis du travail que nous on fait. La fidélité, c'est autre chose. Il peut aussi aller travailler avec une autre galerie, mais peut-être pas sur le même territoire. Alors on estime que ce soit quelque chose qui n'a pas forcément un grand intérêt. Si on travaille avec un artiste à Paris, qu'il y ait une deuxième galerie à Paris, à quoi bon ? Ça n'a un peu pas de sens. Ça limite pour nous le champ d'action et ça n'apporte rien à l'artiste. Donc c'est des règles un peu tacites qu'on ne dit pas, qu'on n'écrit pas, mais qu'on sait. On sait que ça ne se fait pas. En revanche, une galerie à l'étranger, pourquoi pas ? Au contraire, ça ouvre d'autres champs, ça donne une visibilité à l'étranger, ça nous permet même à nous d'arriver à d'autres réseaux, parce que forcément, les choses sont perméables. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Ulla von Brandenburg, qui est une artiste qui travaille avec nous. Elle a 4 galeries. Donc nous, on travaille en accord avec les 4 galeries partout en Europe. Alors, il se peut que là, c'est plutôt européen, le réseau, mais voilà, ça peut être aussi aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, en ce moment, d'ailleurs, il y a une petite idée d'une expo en Corée, toujours d'Oula, dans une galerie en Corée. Bref, c'est ça qui est aussi intéressant. Mais il y a des choses qui ne se font pas, qu'on ne dit pas, on n'écrit pas, hein, mais ils ne se font pas. On ne part pas... voilà, mais bon, après, il y a des ruptures qui sont... Mais c'est comme un amour, en fait. Il y a des histoires d'amour qui finissent mal. Et il y a des histoires entre galeristes et artistes qui finissent vraiment sont mal terminées parce qu'il y a vraiment eu des gros problèmes. Et ça peut devenir... C'est pour ça que ce contrat est né. Et je suppose qu'il y a plein de galeries qui l'appliquent et qui le font signer, justement, pour éviter tout ça. Moi, là, dans la galerie où je travaille, ça n'a jamais été un problème. En tout cas, il n'y a pas d'histoire trop comment dire, trop violente, trop difficile à gérer. Donc, c'est vrai que ça, on n'a pas fait. Voilà. D'autres questions ? Moi, je voulais savoir, quand on dit, est-ce que c'est un statut collectionneur ? Est-ce que, à quel moment tu détermines que ce sont des collectionneurs ? Est-ce qu'il y a plusieurs formes parce qu'on parle toujours des collectionneurs, mais en fait, c'est... Oui, non, mais je comprends la question. Moi, j'ai acheté des œuvres d'art, donc je considère que je suis collectionneuse, par exemple. Voilà.
Après, c'est vrai que le terme, si on analyse collectionner, c'est justement avoir plusieurs choses, donc être dans un appétit permanent. Le collectionneur, la définition du collectionneur, c'est qui effectivement, comme on disait, à la limite, le collectionneur monothématique pourrait être vraiment dans la définition stricte du collectionneur, de qui a vraiment nécessité d'avoir une collection de quelque chose, d'un sujet spécifique, etc. Donc évidemment, il y a différents niveaux dans l'idée d'une collection. Ça peut être une œuvre moi, j'arrive pas à déterminer parce que justement, j'ai pas la rencontre de ce qu'est leur collection. Mais souvent, on pose la question, est-ce que vous achetez autre chose? Est-ce que ça vous plaît? Etc. Donc moi, je pars du principe que les gens qui viennent à la galerie, que toutes les personnes qui viennent pour demander une information sont des collectionneurs. Donc ça, c'est mon point de vue et c'est la manière que j'ai de considérer la relation. Mais après, je suis d'accord, il y a des collections, par exemple, qui sont presque muséales. Il y a des collectionneurs, et d'ailleurs finissent souvent pour ouvrir des fondations, des centres, des lieux, parce qu'ils se rendent compte que petit à petit, et il y a 2 collectionneurs que j'adore, c'est Françoise et Jean-Philippe Bilaran. Et ils sont tous, voilà, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils collectionnent de l'art minimal et conceptuel. Leur collection est devenue presque muséale. Ils ont des œuvres incroyables. Donc ils ont fini pour ouvrir un lieu et pour montrer leur collection dans ce lieu. Donc là, on est face à une collection qui a vraiment aussi un intérêt public. Mais pour moi, même si on achète 2 œuvres dans toute une vie, c'est une collection. C'est sa propre collection. C'est la manière qu'on a de regarder ça et de dire, bah oui, je l'ai collectionné, je l'ai acheté. C'est plus qu'un achat, le fait d'acheter une œuvre d'art. C'est pas comme si on avait acheté, je sais pas, une paire de chaussures ou autre chose ou un objet quelconque. Il y a quelque chose de soi, quelque chose d'une envie de se dire que tous les jours on regarde cette œuvre et ce n'est pas qu'un objet, c'est quelque chose qui nous amène un peu loin, quelque part où on veut, mais c'est comme ça que je le conçois, en tout cas. Et puis, il y a ceux qui collectionnent, il y a différentes raisons. Il y a aussi les raisons financières. Aujourd'hui, j'étais dans le train et il y a un collectionneur de Turin qui m'a envoyé tout un article sorti sur le Financial Times sur la question de l'investissement en art. Oui, ça a été, et c'est ça qui a fait flamber les prix, c'est ça qui a créé aussi des bulles dans le marché, parce que les prix ont augmenté, mais de manière presque, montée par le système, parce que justement, il y avait des intérêts financiers dans ces histoires-là. Surtout quand c'est des jeunes artistes qui sont juste au début de leur carrière et ils se retrouvent dans les salles de vente. Nous, ça nous est arrivé, en vrai, pour vous raconter l'anecdote, comme ça vous donne un côté un tout petit peu plus tangible. C'est arrivé avec l'artiste qu'on présente en ce moment qui s'appelle Jacob Cassé. C'est un jeune, donc il a 40 ans maintenant, à l'époque il en avait 28. Et il a sorti une série magnifique de peinture faite au bain d'argent, donc c'est toute une technique sur la question photographique. Le résultat, c'est un tableau qui réfléchit l'image, mais pas comme un miroir, comme une présence. Donc la lumière joue beaucoup. Bref, ces tableaux ont été très demandés. La galerie a tout vendu. Moi, je ne travaillais pas encore avec la galerie à ce moment-là. Et puis, ces tableaux, ils sont passés en salle de vente. Donc, les tableaux étaient vendus à la galerie entre 10 et 20 000 euros. Et ensuite, ils sont passés en salle de vente quelques mois après, pas trop loin. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui les ont achetés et qui ont décidé de les revendre parce qu'ils ont senti qu'il y avait beaucoup de demandes et que l'artiste, il n'en faisait pas assez. Et ils sont passés en salle de vente entre 80 et 120 000 euros. Vous imaginez le truc. Ça veut dire que là, tout le monde les a vendus. Et ça a créé un dégât mais monstrueux parce que l'artiste, il a pu retrouver son parcours dans les prix. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a une référence qui est celle de 120 000 euros pour une de ses œuvres,
Et ben, il faut les vendre après les œuvres à 120 000 euros. Et nous, on n'était pas prêts pour faire ça. La galerie, elle n'était pas prête. Sa carrière était trop jeune. Et donc, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Ça a fait vraiment beaucoup de mal à l'artiste. Et ça, c'est pour vous dire que la spéculation en art est aussi un autre problème. Donc, il y a aussi des collections comme ça. Et des fois, c'est délicat de comprendre à qui on vend, justement. Et c'est difficile, on en parlait justement tout à l'heure, de refuser une vente. Parce que quand on refuse une vente, on sait que c'est de l'argent qu'on ne donnera pas à l'artiste, ça ne nous permet pas de continuer, sauf s'il y a vraiment des raisons qui nous obligent à croire que c'est un blanchiment d'argent ou que cet argent était... Voilà, c'est des histoires comme ça. En général, c'est difficile de refuser une vente. Et donc, ça peut arriver, justement, qu'il y ait des situations comme ça où on perd un peu le contrôle. C'est difficile, mais pas impossible. On peut le faire dans des moments où on se rend compte que, justement, il y a beaucoup de demandes et on ne sait pas trop où les œuvres vont se positionner. Ça, c'est... Ouais. Voilà. On avance, vous voulez d'autres questions ? Qu'est-ce qui peut faire que vous pouvez refuser une vente auprès d'un acheteur autre que cette situation-là ? Mais normalement, on ne lui dit pas on ne veut pas vous la vendre, parce que sinon, ça ne le fait pas. Souvent, on peut dire qu'on ne refuse pas, on se laisse toujours. Ça, c'est une question aussi d'expérience, justement, dans le temps. On laisse toujours, on peut dire qu'elle est plus disponible ou qu'elle est déjà réservée, par exemple. Mais c'est vrai que c'est délicat, on ne peut pas lui dire « je ne veux pas te la vendre ». Parce que, par exemple, on pourrait... c'est compliqué, hein. Mais quand on reçoit quelqu'un, on sent... Alors, si on se retrouve dans un contexte où la vente est assez immédiate, comme dans les foires, c'est difficile. Mais quand on reçoit des demandes, par exemple pour une œuvre, on les reçoit par mail, etc. Et on se renseigne. Qui m'a envoyé cet email ? Je ne le connais pas. Du coup, je regarde un peu, je me renseigne, etc. Et du coup, je peux aussi comprendre que c'est quelqu'un qui, par exemple, il vend et il rachète et il vend souvent. Donc, c'est dans ce cas-là que ça peut devenir, quand on sent que ça peut devenir dangereux pour les artistes, surtout quand ils sont très jeunes. Parce que ça nous est arrivé avec Jacob, que le marché n'a pas été contrôlé, donc on a vendu à des gens qui n'ont pas eu de scrupules à remettre en vente les œuvres quelques mois après l'achat, juste pour la plus-value. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ce n'est pas soutenir un artiste, c'est juste utiliser l'art comme un produit financier. Et donc, c'est pour ça nous aussi, on n'a pas de scrupules à nous faire, parce que ça peut nuire vraiment à la carrière d'un artiste jeune qui démarre. Après, les artistes qui ont déjà un peu plus de carrière établie, etc., c'est moins grave. Mais quand c'est des jeunes artistes, ça peut devenir vraiment contraignant, ça peut être dangereux. Parce que, comme on disait, les prix augmentent de manière exponentielle et c'est difficile. Après, nous, on a eu du mal à vendre les œuvres qui ont suivi cette série, ont eu du mal à être vendues parce que ce n'était pas déjà la même série, parce que c'est toujours, il y a un effet comme ça où les choses, voilà, c'est plus la même série, c'est autre chose. Au lieu de ces mêmes personnes, au lieu de suivre le travail de l'artiste et de le soutenir tout au long de ces étapes, ils ont préféré passer à autre chose. Tu vois la différence. Donc c'est pas vraiment la relation qu'on souhaiterait garder dans ce sens-là avec les collectionneurs. Mais, comme on disait tout à l'heure, c'est difficile de refuser une vente des fois parce qu'il y a des enjeux financiers aussi pour nous, pour la galerie, parce qu'il faut faire vivre tout l'apparat et qu'il faut forcément continuer à exister. Donc il y a toujours, c'est pas facile du tout, hein. C'est un moment même très délicat.
Mais quand on décide de refuser, parce qu'en connaissance de cause, on sait que ça nuira à l'artiste, et ça c'est vraiment le seul critère qui peut vraiment ou bien parce qu'on sait, j'en sais rien, mais il y a eu la période de tout l'argent qui sortait, les trucs qu'il ne fallait pas vendre aux Russes, parce que voilà, justement, il y avait toutes ces craintes de comment l'argent circulait autrement. Et voilà, ou bien de ne pas accepter des transactions en liquide. Après, il y a eu une réglementation sur le liquide, parce qu'il peut y avoir aussi du blanchiment d'argent dans là. Hein. Il y a des gens qui achètent des œuvres juste pour faire en sorte que l'argent qui vient d'autres contextes se retrouve à nouveau propre dans un produit. Pour eux, c'est un produit financier comme un autre. Mais ça reste... Parce que c'est vrai qu'il y a peu de... Dans ce sens-là, je ne dirais pas qu'on est... On est contrôlé, beaucoup. Hein, on est beaucoup contrôlé. Mais c'est assez variable. Par exemple, le prix d'une œuvre peut évoluer du simple au double. Et ça, il n'y a pas... C'est nous qui décidons, en vrai. Donc, c'est un peu... Ouais. De rien. Donc, voilà, on a produit du sens et généré des ressources. Et là, c'était des images. C'était rigolo de vous montrer aussi. Ça, c'est l'atelier de Giuseppe Gabellone, qui est un Manco national, qui travaille avec la galerie, un sculpteur. Donc, c'est des moments qui sont très agréables. Ça nous permet de savoir ce qu'ils font, les artistes. On les voit régulièrement, on y va très souvent, surtout quand ils sont à Paris, mais même quand on est là la semaine prochaine, on va à Mons, en Belgique, voir Corentin Grossman, qui est un dessinateur, pour voir ses nouvelles productions. Ça permet de rester en contact et puis d'aller les voir dans leur lieu de production, parce que c'est important. Ça, c'est une expo de Nina Childress. Ça, c'était pour vous montrer l'aspect institutionnel aussi de la relation. Donc, comment les œuvres, la même œuvre que vous avez vue à la galerie, là, c'est genre même typologie d'œuvre, finalement, rentre dans un musée. Donc là, c'est une expo qui a été faite à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Une très belle exposition de Nina Childress avec ses œuvres assez spectaculaires. Ça, c'est pareil, un autre moment de Lavo Brandenburg. Donc, voilà, ces moments très, très, très importants pour l'artiste et pour nous, où ils sont filmés, où il y a la production d'un document qui fait que ça reste, ils parlent de leur travail et finalement, ça se transmet aussi via ces moments-là. C'est très important. Ça, c'est un nouveau Nina. Qui est très drôle. J'aimais bien ce moment que j'ai vécu. J'étais là, c'est moi qui avais pris la photo justement pendant cette conférence au MAMCO à Genève. Et puis voilà, c'est fini. Ça, c'est une commande privée, parce que comme on disait justement, il y a des collectionneurs qui ont beaucoup d'argent aussi. C'est bien. Et qui peuvent se permettre d'acheter des œuvres qui ne sont pas domestiques, mais qui deviennent des installations. Alors là, c'est une installation de Lavo Brandenburg dans un palais à Bologne, magnifique. Un palais de la Renaissance, il y a tout plein de fresques. C'est un endroit magique. Et donc, cette personne que alors là, avoir beaucoup d'argent, est-ce que c'est... des fois, c'est aussi savoir... faire de belles choses. Dans les époques, dans le passé, je veux dire, c'était qui avait plus d'argent qui pouvait se permettre d'acheter de l'art. Et je dirais que c'est encore un peu ça, même si à différentes échelles, évidemment, parce que moi aussi, je vous ai dit, j'ai acheté des œuvres, donc je peux me considérer une collectionneuse. Mais là, c'est vrai que c'est aussi une manière de préserver, de faire en sorte que les choses... avance. C'est une forme de mécénat aussi dans son projet, qui est celui d'aimer l'œuvre, de vouloir l'acquérir. Après, il y a aussi les acquisitions dans l'espace public. Moi, ça, j'adore. Je trouve ça très beau de faire la rencontre d'une œuvre comme aujourd'hui du sculpteur à Biarritz. Parce que ça, en fait, ça permet justement à l'art de rentrer dans un espace qui est celui de la rencontre, un espace public. C'est pas un espace consacré à l'art. C'est super. Donc ça, c'est
une sculpture de Jean-Michel Saint-Neujoin qui est à Rennes, dans le jardin Saint-Georges. Donc c'est super. Ça, c'est magnifique. On est en train d'en installer un deuxième dans une fondation. C'est un toboggan qui a été fait par Jérémy Deller, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et qui a donc créé ce toboggan. Il y a une inscription sur la pierre. Et en fait, le titre, il dit « Ask the animal and they will teach you ». Et il parle du fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'animaux en voie d'extinction qui vivent dans des situations à la limite inconfortables grâce à cause d'une série de mutations de l'écosystème. Et donc là, c'est une sorte d'hommage comme ça au caméléon et à sa présence dans un espace public. Mais comme il est très didactique et très juste, il a transformé un toboggan pour que les enfants puissent trouver ça un moment de jeu, et en même temps leur apprennent qu'est-ce que c'est l'extension des animaux. Ça, c'est une pièce de Roman Signer. Voilà, vous avez compris que j'aime beaucoup son travail. Donc là, c'est une avion pendu dans un ancien hangar. Et là aussi, c'est une fondation privée. Donc c'était intéressant de voir le biennale, qu'est-ce qu'il y a comme lieu qui pourrait effectivement accueillir une œuvre un peu monumentale. Donc il y a les fondations privées, il y a les fondations, les institutions, les places publiques. Et ça, c'est encore Jérémy Deller. Donc c'est une exposition qui a eu lieu à Rennes l'année dernière et qui était c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est la bataille d'Orgrave. C'est le seul moment où j'ai pu voir l'installation en vrai, parce qu'après on représente les artistes, mais il y a des œuvres et moi j'ai jamais vu. J'ai vu sur images comme ça, et après c'est des expositions muséales qui nous donnent l'opportunité de les voir en vrai, et c'était exceptionnel. C'était un moment magique. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les expos partout où vous pouvez, parce que c'est des moments, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour ceux qui les font. C'est vraiment très important. C'est ce qui, moi, m'a passionnée. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer l'art, mais parce que je voyais des choses, et que ça soit dans le passé ou dans le présent, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, quoi. J'étais complètement séduite. Le marché de l'art, bon, on en a un peu parlé, effectivement. Tout ça, peut-être une petite parenthèse sur les foires et les salons, parce que ça, je ne vous en ai pas beaucoup parlé, parce qu'au-delà de l'espace en galerie, la galerie, elle essaye toujours, justement, pour des raisons commerciales. Donc là, effectivement, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire l'apologie Il y a un engagement, hein, parce qu'on choisit les artistes qu'on présente sur une foire aussi, parce que justement, on veut promouvoir ce travail. On sait que dans les foires et dans les salons, ils sont vus plus qu'ailleurs, parce qu'il y a plus de monde. Mais la foire, en principe, c'est un lieu de vente. Donc, c'est les foires d'art contemporain. Il y en a tout un panel de toutes sortes. Mais disons qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une dizaine de foires de qualité, on va dire, en tout cas de foires qui arrivent à réunir à la fois des galeries qui font un travail de fond, qui font un travail très important sur la promotion et la diffusion des artistes, qui arrivent à réunir aussi des importants collectionneurs et des institutions et des musées. Pour moi, c'est ça une foire importante. Après, on peut faire une foire commerciale où on vend tout, on met les œuvres, puis on a tout vendu à la fin de la foire. Mais voilà, encore une fois, on reste sur un principe qui est plutôt celui de faire de l'argent, de faire survivre, de faire vivre tout l'apparat. Mais on n'est pas dans un réseau de foires de qualité qui ont, par principe, la vocation à mettre en réseau tout un système.
Donc parmi les foires les plus, comment dire, les plus connues, alors ça je vous l'ai montré parce que c'était rigolo. Voilà, il y a la foire de Bâle. Ah, je ne l'ai pas mise la photo. Bon, c'est pas grave. Donc Art Basel. Art Basel, c'est une foire qui a lieu une fois par an. Toutes les foires ont lieu une fois par an. Donc c'est le principe. Et qui réunit depuis à peu près 50 ans toutes les galeries les plus importantes au monde. Et c'est un moment assez incroyable parce que dans une seule et unique foire, on voit des œuvres de Picasso jusqu'à Jeff Koons, j'en sais rien, les choses les plus incroyables, les installations. C'est vraiment une foire assez réputée pour avoir cet impact et où on rencontre des collectionneurs du monde entier. Après, la géographie des foires peut aussi varier. S'il y a plein de facteurs qui interviennent sur la géographie d'une foire. Des raisons commerciales, des raisons aussi de nouveaux marchés. Par exemple, il y a les questions de où les collectionneurs surgissent, les richesses commencent à se concentrer. Par exemple, avant, on ne parlait pas d'Asie. Maintenant, il y a plein de foires en Asie. Il y a 2 foires en Corée. Il y a une foire au Japon. Il y a une foire en Thaïlande. Donc il y a une partie du monde aussi, mais ça dépend de tout plein de choses et aussi de questions géopolitiques qui font que forcément, comme on disait, nos clients, c'est les collectionneurs. Les collectionneurs, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, donc évidemment, là où il y a plus d'argent, il y a aussi la possibilité d'acquérir des œuvres d'art et de se concentrer aussi sur autre chose que la survie. Et l'exemple, c'était la photo initiale, c'est justement le Dubaï. Alors moi, je trouvais ça un peu... Je me suis dit, Dubaï, bon. Ça me paraissait un lieu monté de toutes pièces, et c'est un peu ça, c'est un peu une ville qui a été créée comme ça, avec des gratte-ciel, des trucs incroyables. Il fait 50 degrés en été, il y a la clim qui peut à fond partout, donc c'est un endroit où on se dit, bon, on parle d'éco-responsabilité, et là, on est carrément dans le délire le plus fou de ce que l'argent peut faire. Et en même temps, on y est allé. On est allé avec nos artistes pour essayer justement d'ouvrir un dialogue. Puisque l'art, c'est aussi ça, c'est aussi la manière qu'on a, nous, d'ouvrir un dialogue avec d'autres pays, d'autres manières de regarder les choses. Il y a tout plein de facteurs qui peuvent nous inciter à aller voir ce qui se passe dans ces pays. Et donc voilà, le choix de Dubaï, c'était un peu dans ce sens. Donc on a amené Dalida by Nina Childress. Et ça a été, mais ils étaient fous parce que Dalida, c'est un personnage très important pour le Moyen-Orient, donc c'est vrai. Et ils l'ont pas acheté, personne n'a voulu l'acheter, donc c'était un peu en fait, l'esthétique, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que quand on rencontre des nouveaux territoires, on se rend compte que l'esthétique, elle est vraiment déjà construite et qu'il y a des choses qui passent pas facilement comme ça. C'était too much, mais non. Non. Et on se rendait compte par ceux qui effectivement étaient achetés autour de nous. On regardait un peu les propositions des galeries locales, etc. Et c'était pas du tout ça, quoi. On reste dans une sorte de neutralité. Il n'y a pas vraiment... si l'image existe, mais elle est toujours sublimée dans des questions, soit des questions sur les couleurs, sur les formes. Mais là, c'était franc. C'était un visage, en plus un feu comme ça, avec cette peinture super... hyper réaliste, oui, voilà. Oui. Là, c'était presque très un plus, donc avec. Et il lui ressemble, il y a quelque chose, ouais. Non, et magnifique œuvre. Pour moi, c'était
une super œuvre, mais effectivement, on n'a pas rencontré un grand succès avec ce travail-là. Et donc là, c'est beaucoup d'argent de perdu. Tout ça pour en arriver là. Parce que quand on fait une foire, alors une foire, ça coûte cher. Du principe, ça coûte cher parce que déjà, si elle n'est pas dans le territoire où on l'a fait, il y a un transport. Un transport d'art, c'est des caisses, c'est beaucoup voilà, pour empreinte carbone, mais vraiment, on est mauvais. Parce qu'on fait vraiment des déplacements. En plus, pour une foire, c'est des déplacements sur une très courte durée. C'est-à-dire que pendant une semaine, on déplace... je sais pas, 10 œuvres d'art, des fois bien grandes, pour lesquelles il faut construire des caisses en bois qui potentiellement ne sont même pas stockées. Bref, ça, c'est des questions sur lesquelles on se pose beaucoup de questions, parce que c'est vraiment un vrai problème. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. Donc voilà. Si quelqu'un veut se coller au sujet et vous avez des idées magnifiques, vous serez vraiment les stars. Mais vraiment, je dis, il y a des sujets comme ça. Moi, j'avais proposé à un moment donné, mais pourquoi on ne partagerait pas les caisses, par exemple, au lieu de les jeter ou de les mettre... Quand on a une caisse et qu'on ne s'en sert plus parce que la caisse arrive, on ne peut pas faire un fonds. Et puis, finalement, il y a eu un site, une sorte d'association qui a à peu près fait ça, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est compliqué. Il faut aller les chercher, donc ça leur coûte de l'argent. Donc ils demandent aux galeries de payer les transports. Donc ça, c'est pas encore au point, mais il y a des sujets comme ça où on peut faire beaucoup de choses. On peut réfléchir à comment éviter de dépenser beaucoup d'argent pour rien. Donc la foire, c'en est une des moments comme ça sur le transport. Après, il y a l'allocation du stand lui-même. Donc ça, c'est une organisation pareille. Donc le stand est loué. Ça dépend des foires, mais c'est souvent très cher. Ça peut coûter entre 8 et 50 000 euros. 50 000 euros une semaine pour 50 mètres carrés. Non mais... Voilà, on est d'accord que c'est absurde. Non, mais en même temps, on est obligé parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas on ne crée pas des moments autres que ceux de la galerie et que ce monde, il est ainsi conçu. C'est-à-dire que de plus en plus, les collectionneurs ont toujours aimé aller dans les salons. Rappelez-vous, là, les salons les indépendants, les salons machin et tout ça. C'est un moment social. Il n'y a pas que... Il y a évidemment l'achat des œuvres d'art, il y a la passion qu'ils partagent, mais il y a aussi ce côté de se montrer, d'être là, dans un réseau. Donc la foire, c'est pour ça que ça existe. Parce que je me dis, pourquoi on dépense autant d'argent? On pourrait faire tellement de choses avec cet argent-là, faire des expos de folie. Et pourquoi on fait des foires et on dépense beaucoup d'argent? Mais parce que c'est un moment social très important, parce qu'on voit énormément de choses dans un seul lieu. C'est une sorte de... c'est comme une fête foraine, mais version art contemporain. Donc il y a tout, on voit tout, on peut avoir tout ce panel comme ça. Ça nous permet d'être sollicités, de solliciter tous nos intérêts, et puis on échange, on rencontre les gens. En fait, c'est des moments super. Moi, je m'amuse beaucoup pendant les foires, justement, parce que j'ai l'impression, dans une semaine, de parler à l'équivalent de toutes les gens que j'aurais pu rencontrer en 6 mois à la galerie. Donc c'est énorme. Donc il y a un brassage comme ça de rencontres qui sont très importants. Et donc on a été le stand, le transport, l'hôtel, parce qu'après il faut quand même dormir, minima, se déplacer. Et donc ça fait des jolies sommes. Et si on ne vend pas, c'est dur. Parce que ça, c'est de l'argent perdu qu'on ne pourra jamais demander aux artistes. C'est la galerie qui prend en charge ce type de participation, ce type d'expérience. On ne leur demande jamais de contribuer à la participation d'une foire. Donc ça fait partie des choses tacites, non dites, mais qui font partie du métier. On sait très bien que c'est la galerie qui participe, c'est voilà, c'est une dépense que la galerie absorbe. Mais si on vend pas, ça peut être un coup dur. Et donc on est effectivement dans une économie qui est d'une fragilité incroyable. Ça peut très bien aller et
puis très mal se passer, et puis du jour au lendemain, c'est ça qui est assez fou. Moi, j'aime bien ça, mais il faut avoir un peu le goût du risque, parce que sinon, il y a des fois où il se passe vraiment rien, on vend pas, on sait que c'est dur, c'est difficile, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, les guerres, et puis tout d'un coup, paf, il se passe un truc, et la magie opère, et tout repart, la machine se réenclenche. Mais des fois, ça ne se réenclenche pas. Là, il y a eu pas mal de galeries qui ont fermé. Je ne sais pas si vous en avez eu écho. Et ça, c'est triste aussi parce que c'est pas que une activité commerciale qui ferme. C'est une histoire qui a été créée pendant des années avec les artistes, avec les gens qui ont travaillé, avec tout ce que la galerie a pu faire dans l'histoire du réseau artistique. Donc, ouais, c'est triste. Mais l'économie est très fragile. On tient vraiment à peu de choses, à ce désir, finalement, d'acheter une œuvre d'art, de la collectionner, de l'aimer toute sa vie. Ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je pense que... Moi, j'avais juste une question sur comment vous gérez la différence de rythme de productivité des artistes. Il y en a qui produisent beaucoup, d'autres plus lentement. Les rendez-vous, ils ne sont pas forcément réguliers. Comment ça se passe, tout ça? On a 29 artistes, donc c'est quand même, ça va. Il y a beaucoup, et chacun, effectivement, a son rythme. On sait qu'il y a des artistes plus prolifiques que d'autres. Par exemple, on parlait de Jean-Luc Blanc. Jean-Luc, c'est un tableau par an, hein, ou presque. Donc des fois, c'est vraiment très très long, ça lui prend du temps, il les retouche, il continue à les retoucher jusqu'à l'exposition. Bon. On gère, nous on gère pas, on peut pas leur imposer un rythme. Alors ça serait vraiment le pire, c'est le pire erreur à faire. On peut leur demander s'il y a des œuvres, s'ils ont des œuvres prêtes, parce que justement on participe à une foire, donc ça on le fait régulièrement, mais on n'intervient pas sur leur rythme de production, parce que ça leur appartient, parce que ça représente aussi des étapes. Des fois ils sont très jeunes et ils ont très envie, mais justement ils peuvent vite épuiser un créneau pour ensuite se retrouver dans le vide et ne plus savoir où ils en sont. Et du coup, c'est là, justement, le travail de la galerie, d'accompagner ces moments-là, qui sont des moments peut-être un peu pénibles, même pour l'artiste, parce que c'est le moment où, justement, il a épuisé quelque chose, parce qu'il est en train de se poser la question sur ce qu'il est vraiment intéressant, de comment poursuivre sa réflexion. Et là, il peut avoir des ratages, des échecs, mais l'échec est très important, Ça fait partie de voilà, vous qui êtes encore en train de... C'est hyper important de se tromper, c'est hyper important d'essayer et de se tromper. Si on n'essaye pas, on n'aura rien fait. Donc les artistes, on leur dit toujours, mais faites, c'est pas grave, on ne leur a pas vendu, parce que le pire truc, c'est, ah mais si on le vend... Des fois ça m'est arrivé, même plusieurs fois, de recevoir les œuvres, et puis le moment où tu annonces à l'artiste que tu ne l'as pas vendu, en foire, justement. Et là, toutes les pensées, ils commencent à se dire « Ah, mais tu ne l'as pas vendu, parce que peut-être c'est pas bien. » Et en fait, non, c'est pas ça. Il y a des rencontres, il y a des moments, cette œuvre-là n'a pas rencontré la bonne personne. En revanche, on peut se permettre aussi de dire à un artiste, et ça, on essaye de le faire avec beaucoup de tact, parce que ça, il le faut. Et puis, il y a des artistes qui sont plus amènent à accepter la critique que d'autres. Mais on peut leur dire, voilà, là t'es pas vraiment pile dans le truc, il y a un truc qui va pas, on le ressent par expérience, mais aussi par bienveillance. Donc, il faut que cette relation soit suffisamment juste pour que l'artiste ne perçoive pas ça comme quelque chose de mauvais, mais au contraire, qu'ils comprennent que c'est une critique constructive, que c'est une manière de les amener vers quelque chose de plus intéressant et pas de commercial.
Mais ça, tout tient vraiment à la relation et puis à la galerie aussi, à comment elle se positionne dans cette idée-là de diffuser les œuvres. Il y a des galeries aussi, on sait, je ne vais pas faire de nom, ne me demandez pas, mais il y a des galeries qui sont justement dans une logique qui est celle de présenter des choses, puis ça marche, ok, ça ne marche pas, au revoir. Ça, c'est terrible pour l'artiste, mais je veux dire, ça peut s'accepter dans un contexte extrêmement commercial, mais pour un jeune artiste qui arrive, qui débarque et qui se retrouve propulsé dans un réseau et qui tout d'un coup, il reçoit même pas un appel, un coup de fil, juste ah non, mais merci beaucoup, hein, les œuvres, on voit en tout, c'est terrible. Ça doit être vraiment quelque chose. Donc ouais, moi je suis plutôt militante pour que la galerie reste quand même un lieu d'échange et de construction ensemble, de faire des choses avec ce sentiment des fois de bien faire, de mal faire, des échecs. Il y a même des expos, on n'a rien vendu. Ça arrivait. Ça c'est tristissime. Mais ça arrive, ça aussi, il faut faire avec, il faut continuer à aller vers l'avant et continuer à croire. Alors ça, ça arrive souvent, mais jamais on s'est dit « Ah non, mais ça suffit avec cet artiste, justement ». C'est jamais. C'est souvent, bah voilà, ça ira mieux, peut-être qu'il faudra encore un peu plus de temps. Des fois, il faut du temps pour comprendre certains expos, certaines œuvres. Et puis avec le temps, les choses se font, ou pas, mais... il faut y croire. Oui, là c'est bon. C'est bon ? Oui. Là, vous nous présentez la galerie au niveau du rapport avec les collectionneurs comme étant essentiellement un lieu d'accueil. Est-ce que vous avez aussi des initiatives pour ouvrir, pour trouver d'autres personnes, pour être dans une forme de prospective ou de construction aussi vis-à-vis, vis-à-vis des collectionneurs, hormis bien sûr dans la relation avec les collectionneurs, vous avez déjà bien sûr. Oui, j'ai compris la question. Mais voilà, pour les. Alors il y a une autre figure qui est aussi importante, maintenant de plus en plus. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est les advisors, ou bien c'est des personnes qui qui fédèrent tout un tas de personnes. Donc ça peut être aussi une manière pour nous de nous ouvrir à d'autres réseaux qu'on n'a pas. Et donc c'est via ce genre de relation qu'on peut créer des moments. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les amis des musées. Alors, les amis des musées, c'est des collectionneurs justement qui payent une cotisation au sein d'un musée. Ça peut être le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo. Je vous parle de Paris parce que c'est le réseau que je connais. Mais il y en a aussi dans les FRAC, les amis des... Voilà, les amis, ça s'appelle les amis justement parce qu'ils ont ce rôle qui est celui de soutenir l'organisation à travers une forme de mécénat. Des fois, comme dans le cas du Centre Pompidou, ils sont carrément en mesure de donner de l'argent pour acheter des œuvres. Donc c'est super. Et ces réseaux-là sont souvent... On peut faire des rencontres, justement, on organise des visites, on les invite à la galerie pour qu'ils viennent découvrir les expositions. Et après, oui, c'est les foires essentiellement, comme je vous disais. La communication qu'on fait sur les réseaux, les sites, Instagram, tout ça aussi, ça nous amène quand même de la visibilité. Après, proportionnellement, c'est sûr que les options et les opportunités de rencontre qu'on a dans une foire, on ne les aura pas dans d'autres contextes, mais tout est ouvert, puis surtout maintenant avec la circulation qu'on a de l'information. On n'a pas parlé beaucoup, c'est la presse. Alors la presse, je sais pas, mais ça a un peu perdu son rôle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je trouve que pareil, je lis des fois des choses et puis je trouve qu'il n'y a plus de hargne, il n'y a pas on ne lit pas des vrais trucs de fond ou des choses intéressantes sur l'art. De moins en moins, en tout cas. Et après, il y a des choses indépendantes comme ça qui surgissent un peu à droite à gauche. Il faut toujours espérer qu'il y ait cette envie et cette volonté. Mais on y croit un peu moins. Voilà. En tant que galerie, souvent, la communication ne passe pas par le canal presse.
Mais c'est dommage. En plus, honnêtement, j'y crois, j'ai toujours cru. C'est comme ça que j'ai lu plein de choses. Je me souviens que j'avais une collection en Italie à Fléchart. Alors, j'ai acheté ça. Quand j'ai acheté ça, j'avais pas beaucoup d'argent. Alors j'ai acheté Fléchart, ça coûtait cher. Et puis je regardais tout ce qui se passait, les expos. Il y avait des beaux articles. Il y avait des gens qui écrivaient, waouh, qui étaient des profs aussi, des gens du monde de l'art. Bref, voilà. Mais ça a pu. Je sais pas, c'est moi, peut-être c'est moi qui ai pu. Je sais pas. Vas-y. Vous les trouvez où, vos artistes? Comment ils viennent Partout. Partout. C'est vous vraiment. qui allez les chercher ou c'est eux qui viennent vous voir? Il peut y avoir les deux. Disons que de préférence, nous les avons vus quelque part. En tout cas, c'est pas forcément. Comme je te disais tout à l'heure, tu te souviens, on parlait de la rencontre de l'œuvre. On a sans doute déjà vu le travail, quelque part. Alors ça peut être aussi dans une école d'art, parce qu'on a fait la visite des portes ouvertes, ça est arrivé avec une de nos artistes qui s'appelle Myriam Haddad, et elle a été vraiment un coup de cœur en faisant la visite des diplômes de cette année-là, des Beaux-Arts de Paris. On a vu ce travail et waouh, on a fait, c'est super. Et du coup, ça a été de fil en aiguille. Maintenant, elle est une artiste de la galerie. Donc, il peut y avoir toute situation, mais c'est vrai que le fait d'arriver à la galerie, donc ça, on a beaucoup la démarche d'artistes qui viennent nous voir en nous montrant leur travail, des fois, même avec les cartels, c'est tout mignon. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, parce que je trouve ça très dur. Déjà, venir voir quelqu'un, montrer son propre travail, c'est quelque chose de compliqué, mais ce n'est pas comme ça. En tout cas, ça nous oblige aussi à être un peu franche et honnête, sincère, et dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais ça continue à se produire. En tout cas, les artistes continuent à nous envoyer des choses, surtout par email, parce que maintenant, les emails, c'est beaucoup plus simple et visuel. Et des fois, ça nous est arrivé aussi d'ouvrir un dossier et de dire « Ah, mais c'est pas mal ». Et on y est allé voir. Et bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé encore la perle rare comme ça, mais ça pourrait se passer comme ça. Donc, il n'y a rien d'exclu. Mais en principe, on préfère voir les choses d'abord, et puis aller à la rencontre du travail. Mais merci beaucoup pour la question. Merci. Ça a répondu à ta... Oui. Merci. Super. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Et venez à Paris. Évidemment, si vous venez à Paris, vous êtes obligés de passer à la galerie, tous, tous les profs, la directrice, elle vient de temps en temps, donc c'est bien. Hein. Bah moi, je m'en vais avec le micro.